Ça y est, il vient de sortir, il vient tout juste de parvenir à l'atelier. C'est le tout nouveau boîtier de chez Corsair, c'est le 3500X. Alors 2024, ça a été l'année clairement des boîtiers aquarium chez Corsair. Donc on a eu déjà en présentation d'ailleurs sur la chaîne le 6500X et ils ont fait aussi un plus petit format qui était le 2500X. Donc là on est sur un moyen format, c'est un middle tour, donc une tour moyenne. Et je vais pouvoir vous présenter tout ça. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, nous allons parler de ce tout nouveau boîtier. Pour cela, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire le même protocole de test. On va faire ces essais à la chaleur, forcément, savoir comment est l'airflow à l'intérieur. On va faire aussi des tests de bruit, de nuisances sonores. On va voir un petit peu comment il se débrouille en câble management et aussi la facilité pour pouvoir monter tous ces composants à l'intérieur. On a un petit peu l'habitude. Et nous allons aussi parler de prix car forcément le prix aura une grosse importance dans la note sur la fin. On va parler aussi des matériaux d'ailleurs, comment est composé ce boîtier là. Si les matériaux sont nobles, pas nobles, on va faire le point comme on a l'habitude. Mais déjà analysons un petit peu ce boîtier. Bon, il est quand même relativement élégant. Alors il est en blanc, il existe en noir et il existe aussi plusieurs modèles. C'est-à-dire plusieurs modèles, vous allez comprendre, ça sera toujours le même châssis. Mais vous allez le prendre sans aucun ventilateur. Il y a aussi donc ce choix là qui aura un prix qui sera aux alentours des 100 €. Aux alentours des 140 €, vous l'aurez avec 3 ventilateurs RGB avec des connectiques normales. Et la dernière option qui sera forcément la plus chère, c'est que les 3 ventilateurs seront en IQ Link. Et là, on sera aux alentours de 190-195 €. Là, ça commence aussi à chiffrer. Mais vous savez très bien que de toute façon, les gammes généralement de ventilateurs IQ Link ne sont pas données à la base. Donc on va en discuter bien évidemment aussi en conclusion. Donc 3 modèles et le tout forcément vous allez pouvoir soit l'avoir en noir ou soit l'avoir en blanc. Et comme d'habitude je vous mets une petite caméra sur le côté parce que je vais donc monter ce PC là avec des composants pour voir donc ses défauts et ses qualités en termes de pose. Mais on va pas trop perdre de temps, ça va commencer juste après le petit moment sponsor des clés Windows de la chaîne et c'est tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais complètement le démonter afin de voir et de juger un petit peu les matériaux qui ont été employés à la construction de ce boîtier-là. On va déjà enlever les parois vitrées qui sont relativement lourdes, on peut le dire. La deuxième. Ok, le filtre air au-dessus. Donc la partie du top est complètement métallique avec un filtre à air qui est aimantable. Voilà, 100% métal jusqu'à présent. On va enlever maintenant la partie arrière. Hop. Donc la partie arrière est 100% métal aussi avec un filtre à air aussi aimantable. Il doit nous rester un filtre à air en bas qui est là. Le voilà. Le filtre à air a une structure plastique, c'est plastique. Mais bon, ça reste un filtre à air, donc il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Alors le châssis, une fois que vous avez tout enlevé, on se rend compte qu'il est relativement bien léger. Voilà, on va essayer de trouver des parties plastiques. En tout cas, j'ai aucun angle saillant, aucune tranche coupante. Je suis en métal partout. Partout. On est bien en métal partout. Les pieds sont en plastique et ainsi qu'un petit hub qu'on voit ici. Donc je vais vous le montrer. Donc le hub est composé du bouton power, du bouton reset, deux USB en type 3,
une entrée pour le son, sortie son plutôt, excusez-moi, et avec une USB type C. Le reste, bah, tout est 100% métal, donc on peut dire que ça reste quand même bien. Alors c'est léger, c'est fin, mais ça reste quand même assez solide. Je vais quand même faire un petit essai. D'accord, ok, donc c'est léger, hein, je vous dis c'est vraiment léger, mais en termes de contraintes, ça prend bien les contraintes en place. Je ne vois aucune déformation, personne ne s'amusera à faire ça, mais on est là pour noter un boîtier. Ensuite, sur la partie arrière, alors la partie arrière, donc moi j'ai le modèle avec 3 ventilateurs en IQ Link, linkable avec le petit hub que vous voyez ici. Donc c'est le modèle qui sera à 190 €. Sachez que pour les autres modèles, que ce soit le modèle à 100 €, le modèle à 140 €, vous aurez exactement le même châssis. La seule chose qui va changer, ça va être soit sans aucun ventilateur, soit avec des ventilateurs plus classiques. Et donc le modèle haut de gamme, ce sera les 3 ventilateurs en IQ Link, tout simplement. Ensuite, en termes de connectique, quelque chose que je cherche. Donc voilà, on a le front panel en une seule prise. Donc ça, c'est très bien. J'essaie de vous trouver en même temps un petit tweet. Justement, il y a encore un an, quand je râlais, qu'on trouvait encore des boîtiers avec encore plein de petits pins et que je disais, mais c'est quand même incroyable d'en arriver là en 2023. Parce qu'on était en 2023, forcément, l'année dernière. Et je recevais encore des commentaires qui me disaient, mais attends, si c'était si facile pour les constructeurs, tu crois qu'ils ne le feraient pas? Bah non, c'était aussi facile, ils ne le faisaient pas. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne le faisait pas. Et j'avais dit que justement, à partir de là, il y aurait une mauvaise note sur les connectiques des boîtiers que j'allais essayer au sein de l'atelier si on se retrouvait avec des anciennes pins. Donc là, c'est fait. On a l'audio, on a l'USB type C, l'USB type 3, les deux câbles qui vont aller donc sur le hub. Bon, le châssis est de bonne facture. Bon, personne ne pourra dire le contraire. On est sur une middle tour. Alors sachez qu'on est sur une middle tour, mais par contre je n'ai pas la sensation d'être, j'ai l'impression d'être vraiment sur une tour tout à fait classique. On sait que l'ATX va pouvoir aller jusqu'ici, donc c'est un boîtier qui va englober donc tous les formats jusqu'à de l'ATX, ça ne fera pas de l'EATX. On sait aussi que c'est prévu, comme je l'avais montré aussi sur la vidéo du 6500X à l'époque, où on peut prendre donc les cartes de dernière génération. Donc on sait qu'aujourd'hui, ça y est, Gigabit l'est fait, MSI aussi l'est fait avec leur projet 0, et on a la gamme BTF de chez Asus. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement installer la carte mère, monter les composants, voir un petit peu les difficultés que je rencontre ou que je ne rencontre pas en assemblant ce PC là, et je vous ferai des petites pauses pour vous dire les côtés positifs et négatifs si j'en rencontre bien évidemment, et c'est maintenant. Alors la carte mère, je viens juste de la poser, elle est mise en place et d'habitude on pourrait donc mettre directement la partie du radiateur comme vous voyez ici, s'amuser à serrer. Mais je vous conseillerais en tout cas pour les futurs possesseurs, c'est de le faire de la manière allongée. Alors il y a donc des marques qui vous proposent d'avoir cette partie qui est escamotable, qui est vraiment du pur bonheur, parce que vous pouvez mettre directement donc sur le bureau votre grille sur votre radiateur et là vous mettez, vous vissez, c'est pas mal. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je vous suggère donc c'est de faire de la manière suivante pour être sûr et de ne pas être toujours en équilibre. Vous le retournez, vous le mettez comme ça, vous voyez, et ce sera quand même beaucoup plus simple pour pouvoir serrer votre radiateur. Je viens de câbler mon alimentation et je vais pouvoir la mettre en place. Mais je fais juste remarquer qu'il y a une des options pour tous ceux qui connaissent déjà la chaîne et qui ont déjà vu des tests de boîtier. Et quelque chose que je mets souvent en avant, c'est le fait d'avoir une petite plaque escamotable qu'on puisse directement visser sur l'alimentation et ainsi on insère tout d'un bloc. Il n'aura pas de partie escamotable comme certains boîtiers, c'est-à-dire que vous n'aurez pas donc de côté escamotable pour l'alimentation, ni comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir mettre l'IO. C'est dommage effectivement sur ces tranches de prix. Mais là je vais mettre en place une alimentation qui a une particularité, c'est la RM1000X, donc c'est une bonne alimentation de 80 gold, 1000 watts, et elle a la particularité comme vous voyez, et c'est pas à l'arrière où vous avez la connectique, c'est sur le flanc, sur le côté. Je vous montre sur cette caméra. Donc pour ce cas de figure, vous allez voir, forcément, je n'ai pas le côté escamotable, mais ça ne va pas me déranger du tout, vu que je peux littéralement la rentrer en latéral. Alors, les plus de cette alimentation, c'est clairement ça, vraiment. C'est de pouvoir reconnecter ou déconnecter des câbles
parce que vous savez très bien que lorsque vous avez monté votre boîtier, vous avez mis tous vos serre-câbles, et bien quand vous voulez rajouter quelque chose, généralement tout est tenu, vous n'arrivez plus à sortir votre alimentation. Et là, de ce fait-là, effectivement, il y a quand même un gros gap, c'est de pouvoir tout alimenter donc sur son flanc et d'améliorer, d'upgrader son PC dans le futur sans avoir à tout démonter. Donc ça, c'est un côté positif. Les côtés négatifs aussi de ce type d'alimentation, c'est comme vous voyez, ce sont des mini connexions qu'on peut voir. C'est pas de la connexion classique, donc pour tous ceux par exemple qui vont vouloir faire du câble custom, eh ben, ils vont pouvoir uniquement prendre des rallonges, mais pas des câbles qui vont aller jusqu'à l'alimentation. Donc c'est les cas positifs et les cas négatifs. Par contre, pour l'installation de ce type de boîtier là, c'est un vrai plus. Je veux juste, donc on va la mettre en place quand même avant de la serrer, parce que je voudrais juste contrôler quelque chose. Vous allez comprendre ici, ça va être l'empattement que je vais avoir. J'ai un empattement de 35 mm. Alors pourquoi j'ai mesuré l'empattement? La moyenne des boîtiers généralement c'est 30 mm, 3 cm. Là on est à 35, 3 cm et demi. Pourquoi? Parce que justement le fait d'avoir les câbles ici, eh ben, va falloir les couder. Voilà, alors que normalement quand vous les avez à l'arrière, il n'y a pas trop besoin de les couder directement en sortie d'alimentation. Là ça va être le cas. 35 mm, normalement c'est validé, c'est censé passer. Donc je vais serrer l'alimentation. On va commencer maintenant à faire directement le câble management. Alors je remarque tout de suite ici qu'on a une partie qui est rivetée directement sur le boîtier comme vous pouvez voir. Et cette partie va pouvoir nous servir de guide et de range câble. Donc c'est plutôt pas mal, on va d'ailleurs tester ça. Donc effectivement vous voyez les deux sont bien passés. Et là on va pouvoir continuer le câble management. Je viens d'avoir une petite remarque au sujet du câble management. Ce boîtier est fait pour recevoir de la mini ATX, de la micro ATX et de l'ATX. Voilà, ça s'arrête là comme je vous l'ai dit en intro. Donc l'ATX est validé. Et comme vous pouvez voir ici, je vais vous montrer sur la petite caméra latérale. Voilà, il y a un accès ici pour pouvoir donc connecter par exemple votre front panel. Et ici vous avez un autre accès comme vous pouvez voir ici pour pouvoir connecter le reste de vos connectiques dont l'audio. Et l'audio il est là comme vous savez à 90%, vos audios sont là. Je vous montre peut-être que ça doit vous gêner, excusez-moi. Donc les audios sont ici. Voilà, donc l'idéal c'est de ne pas passer par ce trou de houblon qui est là, c'est de pouvoir vraiment passer directement par ici. Sauf que vous voyez l'alimentation elle est quasiment à fleur. On va remettre le boîtier à sa place. Donc là, c'est pas forcément parce que j'utilise une ATX, l'ATX va bien jusqu'en bas. C'est plutôt qu'en fait, l'alimentation que vous voyez ici est vraiment très collée par rapport à la plate. Donc, je vais reprendre donc, le câble pour la connectique audio. Donc, regardez comment il passe, vous voyez, c'est très juste. Et ici, il faut s'amuser à le récupérer. Voilà. J'essaie de vous montrer en même temps. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il glisse. Il faut essayer de le récupérer. Ce qui n'est pas trop l'idéal. Et là, je sens que maintenant, quand je suis là-dessus, pour pouvoir le tirer, je tire sur les plastiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vous montre bien comme ça. Voilà. Il y a un moment, ici, là, je tire, là, je sens que ça accroche. Voilà. On va remettre ça en place. Hop. Mais c'est toujours préférable d'avoir quand même une connectique qui est très proche de sa connexion, tout simplement. Parce que ça évite de voir des passages de câbles. Donc là, on est sur quelque chose de blanc. Donc en soi, ça pourrait passer. Mais je trouve qu'ici, il manque au moins un petit 5 mm. Alors forcément, une alimentation, c'est pas compressible. Elle est faite quand même pour avoir une alimentation basique. Il aurait fallu remonter le tout. Si on aurait trop remonté le tout, ça aurait pu être très gênant par rapport aux connectiques dessus et par rapport aux moyens de refroidissement que vous allez avoir en top. Alors à ce moment-là, il aurait fallu augmenter la hauteur totale et forfaitaire totale du boîtier de au moins 5 mm pour pouvoir avoir un peu de confort. Vous voyez ici, je sens ça accroche même plutôt pas mal au niveau des plastiques. Voilà. Ok, on continue. Je viens tout juste de monter la carte graphique et là j'allais m'occuper de la ventilation, donc de connecter un petit peu les ventilateurs et je tiens à soulever déjà quelques problèmes en termes de ventilation. Le premier déjà, c'est que j'ai un pack, c'est-à-dire que j'ai un paquet ventilateur avec le boîtier, souvenez-vous pour 190 €, on en avait parlé en début de vidéo. Et je trouve ça dommage qu'à ce niveau-là, j'en ai pas. Voilà. En sachant qu'ici, généralement, vous avez la carte graphique qui chauffe et forcément, l'air chaud va vouloir monter par l'IO, par le radiateur qui lui sera déjà en train de refroidir le processeur. Donc c'est quand même dommage de lui rajouter une dose en sachant qu'ici, il suffit juste de rajouter un ventilateur supplémentaire. Pour 190 €, ne pas avoir ce 120 mm, je trouve ça très dommage. Bon, en soi, donc je vais devoir rajouter un 120 mm. Ensuite ici,
vous avez une option de pouvoir rajouter un autre ventilateur aussi. Donc soit un 120 mm, soit un 140 mm. Donc moi je vais mettre un 140 mm parce qu'il y a de quoi poser un 140 mm. Et là vous avez encore deux options supplémentaires, c'est que vous pouvez poser 220 mm. Donc un 120 et un 120. Sauf que il y a un truc qui bug chez moi. Je ne comprends pas, dites-le moi en commentaire si vous avez une solution. Mais en tout cas, voilà pourquoi je ne comprends pas. Souvenez-vous que juste pour pouvoir passer mon câble audio ici, je n'avais à peine que 5 mm. À chaque fois, je vous dis tout le temps pour un ventilateur, même pour quand vous mettez votre carte graphique par exemple en façade en mode vertical, je vous dis tout le temps d'avoir minimum 30 mm. C'est le minimum. Là, j'ai 5. Donc, c'est quelque chose qui va servir à strictement à rien. C'est-à-dire que je vais mettre un ventilateur ici et même un autre à côté en soi, mais ce qui va se passer, c'est que tout simplement, il va servir à rien. Alors, m'écrivez pas en commentaire, oui, mais pas que c'est pour refroidir l'alimentation. J'ai déjà eu le droit à ça. Non, je vous montre ici. Pour refroidir l'alimentation, vous le voyez bien, là on a un ventilateur de 120 mm qui est le ventilateur proprement dit de l'alimentation avec le filtre à air qui va passer par-dessus. Donc c'est juste parfait, l'alimentation est déjà refroidie par elle-même. Donc non, c'est juste soit quelque chose qui va être esthétique, c'est-à-dire je veux du RGB, donc je vais rajouter du RGB, 2 rangées de RGB. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas du tout nécessaire, ça ne sert strictement à rien de mettre 2 ventilateurs ici, ou en tout cas, pas le premier. Le deuxième aura quand même plus de pouvoir afin de récupérer de l'air. Comme vous voyez ici, j'ai rien. Mais quand je vais mettre mes câbles à l'intérieur, ça va pas être très simple non plus. Donc en gros, on pourrait dire 1,5, ça ne sert à rien. Donc ne les mettez pas, sauf si vous voulez quelque chose d'esthétique. Mais sachez que vos ventilateurs vont galérer, donc ils vont faire du bruit et ils vont aussi s'user plus rapidement. Donc pour résumer, pour moi, 2 choses. Premièrement, donc il y a un bug à ce niveau-là, c'est que vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment fait pour. On le voit d'ailleurs sur le site internet, je vous montre quelques images. Et en plus ici, on peut s'apercevoir qu'il y a des percements afin de pouvoir serrer vos ventilateurs. Donc ça, c'est le premier bug. Et après, ce n'est plus un bug, c'est quelque chose que je trouve dommage pour 190 € avec un pack ventilateur qu'on n'ait pas un 120 mm à ce niveau-là. Bon, c'est dommage. On en reparlera lors de la conclusion, bien évidemment. Là, en attendant, je continue. À tout de suite. Je viens tout juste de finir le câble management. Donc, comme on peut le voir, c'est plutôt sympa à faire. Alors, il y a quelques défauts, quelques qualités. On va en parler, bien entendu, le long de la vidéo et aussi de la conclusion. Mais en soi, je l'ai beaucoup mieux monté, ou plutôt plus facilement monté que le 6500X, donc le grand frère au-dessus. Parce que tout simplement, l'autre, l'alimentation est en partie haute. Parce que comme c'est une boîte qui a une double caisse, c'est-à-dire une double chambre, on peut mettre l'alimentation en hauteur parce qu'il y a vraiment un gros espace. Mais on avait un gros problème, c'était avec ce surplus de câbles que j'étais obligé de ranger dans une boîte qu'on avait pour pouvoir mettre du disque, des disques, des HDD et SSD. Et du coup, on condamnait aussi cette boîte-là par ce fait-là. Là, on est en mode traditionnel, c'est-à-dire que derrière, il me reste une bonne dizaine de centimètres pour mettre les surplus de câbles. Donc là-dessus, ça c'est plutôt bien fait. Bon, je rappelle quand même que je suis en ventilateur ligne câble, donc ça va réduire grandement le nombre de câbles. Mais en soi, comme vous pouvez le voir, ça c'est quand même plutôt bien fait. J'ai pas trop de reproches à faire. Au contraire, j'ai trouvé assez facile à réaliser. Donc vraiment un bon point sur le câble management, mais des petits problèmes de conception quand même. Le premier, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment ici d'avoir très peu d'espace finalement pour pouvoir passer du câble. Voilà, donc finalement le câble, vous voyez, j'ai dû le passer par là pour l'emmener donc jusqu'au connecteur de son que vous voyez ici. Il faut savoir aussi qu'il y en a un deuxième pour l'USB qui va aller au hub. Et donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est ultra mince. Et on va en reparler aussi forcément au niveau de l'airflow, mais comme je vous l'avais dit, ici on a de quoi poser donc des ventilateurs. Il faudra m'expliquer pourquoi les ventilateurs sont en option à poser par-dessus pour pouvoir aspirer quoi. Parce que là c'est juste pas compréhensible du tout, voilà, ça va rien aspirer du tout. Un autre défaut, c'est que je trouve aussi dommage que Corsair n'ait pas mis des rubans scratch. Vous voyez ces fameux rubans scratch. Je trouve ça bizarre parce qu'ils en font. Il y a dans d'autres boîtiers, vous en avez donc dans le 6500X, il y en a aussi. Bon, c'est quelque chose qui est plus cher, mais nous sommes en train de parler de ruban scratch. Donc l'unité, ça doit être peut-être 1 ou 2 centimes. Ce n'est pas grand-chose. Donc on est obligé de travailler avec du serre-câble. Quand quelqu'un veut rajouter quelque chose ou enlever quelque chose, il est obligé de couper un serre-câble et de remettre un serre-câble. Alors qu'avant, il était tout simplement plus facile de pouvoir tout simplement descratcher et scratcher un scratch.
Donc c'est en gros les points négatifs que j'ai là-dessus. Sinon, ça reste quand même quelque chose de bien. Il est assez facile à câbler. Le fait de pouvoir enlever cette vitre latérale qu'on a aussi, on a accès plus facilement pour pouvoir poser les ventilateurs, pour pouvoir câbler les ventilateurs. Ça fonctionne plutôt bien. Donc il aura quand même une bonne note en câble management. Mais on reparlera quand même de ces petits défauts, comme je vous avais dit, parce que je trouve ça vraiment très troublant. Surtout comme j'ai pu vous le montrer, hein, c'est que vous voyez, les réservations, elles sont là. Les ouvertures, elles sont là. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment prévu de faire passer des câbles par ces ouvertures-là. Donc que ce soit les ouvertures qui sont là, qui sont beaucoup trop justes pour aller au connectique, ou que ce soit les ventilateurs qui sont là. Donc en gros, cette boîte est à réviser. Enfin réviser, ils ne vont pas la réviser pour moi, hein, rassurez-vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'était pas du tout la peine qu'elle soit percée, comme vous pouvez le voir. Ça sert à rien qu'elle soit percée, ça sert à rien qu'il y ait aussi le percement pour le serrage des vis. Aucun impact, voilà. Ça ne sert strictement à rien. Et ici, vraiment, il vous manque au moins un petit centimètre pour pouvoir être confort pour le passage de câble. Bon, on va pas trop perdre de temps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ce PC en chaleur et avec des sondes de température et on va voir comment l'airflow fonctionne et si on arrive à avoir donc des bonnes températures. Et c'est maintenant. Alors voilà, les résultats sont tombés. Je vous montre un petit peu le protocole, c'est toujours le même, hein. On est en train de faire du stress test de la carte graphique et du processeur afin de mettre le boîtier dans la plus grande chauffe qui pourra être. Donc là, à l'heure actuelle, vous avez un stress test au niveau de la carte graphique avec Furmax qui est en train de travailler et au CTT qui est en train de faire stresser le processeur. Donc on a une température intérieure de 38,6 degrés contre 28,3 degrés en extérieur. Il y a un delta de 10 degrés, on peut le dire, entre les deux. Je pense qu'on doit entendre les ventilateurs en train de souffler parce que effectivement là ils sont à fond, étant donné que tous les éléments à l'intérieur sont en train de chauffer. Donc on a un delta de 10 qui correspond plus ou moins au boîtier aquarium que j'ai toujours eu au sein de l'atelier. Donc on est dans une base normale, classique de boîtier aquarium, donc de boîtier vitré. Pourquoi, comment, pas plus? On aurait pu faire un peu mieux. Pourquoi on aurait pu faire un petit peu mieux? Parce que si on avait donc effectivement les deux ventilateurs qu'on n'a pas pu mettre parce qu'ils ne servent strictement à rien à ce niveau-là, je pense que ça aurait pu quand même apporter pas mal d'air frais supplémentaire. C'est pas rien, ça aurait fait 2 fois 120 mm. Et on aurait pu atteindre donc un peu moins de 10 degrés de delta. En attendant, c'est la configuration qu'il est. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère pas les mettre parce que ce serait vraiment uniquement esthétique et ça ne va pas changer le décalage de température. Donc c'est dommage effectivement, mais en soi, on reste quand même dans une moyenne qui est très classique des PC aquarium qui ont été mis au sein de l'atelier, c'est qu'on est toujours aux alentours de 10 degrés. Sauf que je précise juste qu'on aurait pu faire légèrement mieux avec 2 ventilateurs supplémentaires. Mais en soi, on est quand même dans quelque chose de standardisé. Ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Je rappelle pour tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en train de chauffer, c'est une 4070 Ti Super avec un processeur qui est le 14600. Donc maintenant, on va passer donc au prochain test qui est le test sonore et c'est maintenant. Nous voilà prêts pour les tests en affaiblissement acoustique. Alors le protocole c'est toujours le même, je suis en train de jouer depuis plus ou moins 1 heure sur God of War. C'est la partie la plus sympa du test, je ne vous mentirai pas. Donc on va faire une prise de son avec le boîtier ouvert et ensuite on va faire une prise de son avec le boîtier fermé. Et de là on va pouvoir voir son affaiblissement acoustique. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me taire et on va pouvoir mesurer avec le boîtier ouvert. Voilà, donc on est aux alentours de 37 dB. Je vais refermer maintenant la paroi vitrée. Hop. Et on reprend le son. Voilà, donc on est proche des 1 dB d'affaiblissement acoustique. Donc en soi ce n'est pas beaucoup, mais vous remarquerez pour tous ceux qui suivent la chaîne, c'est toujours plus ou moins le résultat qu'on arrive à obtenir lorsqu'on fait du boîtier aquarium. Le fait d'avoir un boîtier fermé avec du verre, surtout avec les 2 pans en verre comme vous voyez ici, ça fait une caisse de résonance. Le son n'est pas du tout absorbé, au contraire il est renvoyé. Donc on a un petit peu cet aspect là et malheureusement on sait très bien que ce type de boîtier n'a jamais performé dans l'acoustique. Donc là on aura une note en conclusion bien entendu qui sera plus ou moins classique par rapport à un boîtier vitré standard aquarium comme ce type de boîtier bien évidemment. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est que nous allons passer justement à la notation et c'est maintenant.
Et voici l'heure de la notation. Donc la notation va se faire comme d'habitude avec le même protocole qu'on a pu tester. Donc on va faire les matériaux, la gestion des câbles, l'airflow, l'acoustique, le prix. Et de là on va faire une moyenne générale. Mais avant tout je voulais quand même vous donner mes impressions. Écoutez, l'atelier a de très bonnes impressions sur ce boîtier. On va en parler aussi par rapport au prix. On rappelle que le boîtier en lui-même sans ventilateur, et il est exactement à 99 €, donc on peut dire 100 €. Donc il est légèrement moins de 100 €, mais on part sur 100 €. En termes de boîtier aquarium fini, à ce prix-là, donc légèrement en dessous des 100 €, bah écoutez, il n'y en a pas énormément en fait finalement. Vous pouvez en voir, j'en ai déjà testé. Vous avez aussi des marques comme Mars Gaming, donc des marques qui sont vraiment moins dissantes, mais ils sont aux alentours de 80 à 90 € pour quelque chose qui est moins bien fini, avec beaucoup plus de plastique, donc avec des matériaux moins nobles, avec un câble management pas si évident que ça non plus. Donc en soi, Corsair se sont très bien placés sur cette moyenne tour, sur cette middle tour. Donc c'est une moyenne tour, une middle tour, mais elle reste quand même relativement grande comme vous pouvez le voir, et il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Donc vraiment en termes de finition et en termes d'esthétisme, bah, j'ai été agréablement surpris. J'avais testé auparavant le 6500 comme j'ai pu vous le dire en intro. Bah, finalement, même j'ai envie de vous dire que je préférerais peut-être même ce boîtier là parce que je le trouve vraiment très sympa par rapport à son format. Donc voilà, en tout cas, avis très positif sur le boîtier, mais il y aura quand même des notes, des points positifs et des points négatifs. Et nous allons commencer par les matériaux. C'est là où il aura quand même la meilleure note dans les matériaux. Il aura une note de 9,2, car en soi, à part le petit hub qu'on a vu qui est en plastique, mais c'est tout à fait logique qu'il soit en plastique, et qu'on ait les pieds aussi qui sont en plastique, le reste est 100% en métal. Donc il va avoir une très bonne note de 9,2. Et deux fois on me dit mais ouais mais Pax, mais pourquoi tu mets pas des notes supérieures alors que tu dis que c'est vraiment le top? Parce que tout simplement, il faut savoir qu'il y a matériaux et matériaux. Si demain j'ai le même boîtier avec par exemple des matériaux plus nobles comme de l'aluminium, il faut quand même que j'ai un petit créneau pour pouvoir justement aller sur du 9,5, 9,8, du 10 peut-être un jour, espérons-le. Mais en tout cas, là on est quand même sur quelque chose qui est pas mal. Comme je vous dis, l'absence de plastique est vraiment très flagrante. Les finitions sont très bien faites, il n'y a pas d'angle saillant. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Donc il aura une note de 9,2. En termes de gestion de câble, donc de câble management, eh bien écoutez, il aurait pu avoir une note aux alentours de 9, voire 9,2 ou 6. C'est pour vous dire pourquoi il n'a pas eu au-dessus, parce que tout simplement, souvenez-vous, je vous ai parlé du petit problème qu'on a à ce niveau-là de l'alimentation lorsqu'on doit passer les câbles. Bah écoutez, forcément, c'est pénalisable. Mais même ainsi, il aura quand même une note de 8,5. Il faut savoir que c'est le seul problème que j'ai vu. Le câble se fait très bien. Manque de scratch aussi, souvenez-vous, je pense que pour ce prix-là, franchement, Corsair, vous auriez pu rajouter des petits rubans scratch à 1 centime. Ça aurait donné justement encore plus de valeur au moment où on commence à analyser le boîtier. Au moment où on fait son câble management, ce n'est pas pour quelques centimes. Franchement, que vous n'auriez pas pu respecter ce prix de 100 $. En tout cas, moi, c'est mon avis. Vous aurez, donc ils auront, je m'adresse pas forcément au Corsair, mais c'est quand même un message. Mais ils auront du coup une note de 8,5 qui est très bien. Ils auraient pu avoir moins parce que je vous dis vraiment, ça c'est quand même une lacune. J'insiste bien, c'est quand même une lacune. Mais le fait que derrière ce soit vraiment aussi bien passé, qu'il y ait vraiment énormément de points d'attache, qu'il y ait le petit rangement comme on connaît comparé aux 6500 que j'ai pu tester auparavant. Donc ils auront cette note là. Malheureusement, je vous dis, s'ils avaient pas... ou plutôt mieux gérer cette distance entre le top de cette petite boîte et l'alimentation, on aurait dépassé la note de 9 parce que ça s'est vraiment très bien placé. Ensuite, en termes d'airflow, je lui ai mis une note de 8. Alors, je lui ai mis une note de 8. Faut bien comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que c'est une note de 8 comparée aux autres boîtiers aquarium. Forcément, si vous allez me ramener, ou comme j'ai déjà pu tester, un boîtier plus classique qui aura des ventilateurs en façade avec moins de vitres ou quoi que ce soit, forcément, il va être beaucoup moins bien. Donc je lui ai mis une note, par exemple en airflow, ou plutôt en termes de température. Je m'en souviens que sur les tests que j'ai fait sur le 6500, donc qui est le modèle au-dessus, j'ai eu quasiment les mêmes températures, alors que le boîtier est quand même plus petit. Ils auraient pu avoir largement aussi plus que ce 8 là, car tout simplement cette boîte que vous voyez, cet encoffrement pour cache à lime, tout simplement elle manque de hauteur, et si on avait pu récupérer de l'air frais par cet endroit là, effectivement je pense qu'on aurait eu de meilleurs résultats et donc du coup une meilleure note. Vous voyez, il s'est fallu de peu. Finalement la problématique c'est d'avoir voulu faire ce boîtier là et pas d'avoir une double chambre pour pouvoir mettre en superposition sur l'épaisseur l'alimentation
mais de la garder là, d'avoir voulu la compacter au maximum, bah, malheureusement, vous voyez, en termes de câble management et en termes d'airflow, bah, ça s'est fait ressentir. Il s'est fallu aussi de peu pour avoir une meilleure note. En termes d'acoustique, alors en termes d'acoustique, je lui ai mis une note de 6, ça va être la note la plus basse, 1 dB. Bah, c'est 1 dB, mais j'insiste bien, on est bien sur un format qui est aquarium. On a réussi quand même à avoir plus que le 6600X. Pourquoi qu'on a eu plus que le 6600X qui est le grand modèle? Le 6600X s'ouvre comme ça et se ferme comme ça. Il y a beaucoup de joints en fait, et donc du coup, bah, le bruit part. Forcément, ça isole moins. Là, on a quand même quelque chose qui est encloisonné, qu'on ferme comme ça, donc c'est encloisonné. Je pense que la différence, elle s'est jouée aussi à ce niveau-là, malgré que les ventilateurs étaient aussi à fond. Mais en tout cas, donc, on a une note de 6. Forcément, on sait très bien, on reste quand même sur du boîtier aquarium. Ensuite, on va parler en termes de prix. Écoutez, je vous ai parlé par exemple tout à l'heure du Mars Gaming. Donc c'est l'un des moins chers qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est aux alentours de 80 quelques euros, on pourrait dire 90 euros. Là, on est 10 euros plus cher. Je préfère, moi, largement investir même 10 euros plus cher, même 15, même 20, et d'avoir ça, si j'ai les moyens, bien entendu. Car il est beaucoup plus fini. Comme je vous dis, les matériaux sont aussi beaucoup plus nobles, beaucoup moins de plastique. On a aussi un meilleur airflow que je pouvais avoir avec les Mars Gaming lorsque j'avais fait les essais. Donc, en soi, je vous dis vraiment, l'atelier a une bonne surprise avec ce boîtier-là. Et donc, il aura une note de 8,5. Attention, on va en parler de cette note encore une fois. C'est la note du boîtier avec le châssis nu, c'est-à-dire sans aucun ventilateur. Ensuite, comme j'ai pu vous expliquer en intro, il y a plusieurs prix parce qu'en fait, soit vous avez la version ARGB avec des ventilateurs classiques, ou soit encore vous avez une version qui sera plus chère aux alentours de 190 euros, où vous aurez donc les 3 ventilateurs linkables à l'intérieur directement avec le hub. Alors oui, c'est une solution qui sera moins chère que de prendre le pack de 3 ventilateurs à part avec le hub. Ça vous reviendra vraiment plus cher si vous le faites. Donc c'est bien quand même de l'avoir intégré à l'intérieur. Mais de là, à ce moment-là, vous voyez, on va quand même équivaloir d'autres marques qui auront donc des paquets de ventilateurs qui seront à l'intérieur, qui seront aussi performants. Voilà, il faut le savoir. Donc je pars sur une notation qui est uniquement avec le châssis. Parce que suivant les ventilateurs, soit vous prenez ceux que vous propose Corsair, ou soit vous pouvez aussi en prendre à part. Et ça va un peu jouer finalement sur tout. Ça va jouer sur votre airflow, ça va jouer sur le bruit. Parce que qu'est-ce qui va faire du bruit? C'est votre ventilation finalement dans votre boîtier. Donc je note bien uniquement le boîtier, le châssis, sans le pack ventilateur à l'intérieur. Et pour ce fait là, il aura quand même une très bonne note, parce que j'étais très agréablement surpris, de 8,5 sur 10. Ce qui va nous amener à une note de 8,10. Donc c'est une très bonne note, en tout cas pour l'atelier. Mais comme je vous l'avais dit au début, dans mes ressentis, j'ai eu un très bon ressenti. J'insiste bien, donc les côtés vraiment où je trouve ça dommage, c'est vraiment cette boîte. Je sais qu'elle est nécessaire dans ce cas de figure là, mais le volume, en tout cas la hauteur de cette boîte, je la trouve trop juste pour pouvoir passer des câbles, et quasiment ça ne sert strictement à rien de mettre des ventilateurs. Par exemple, si nous parlons d'esthétisme aujourd'hui, vous voyez ici j'ai une zone non éclairée, forcément parce qu'ici il n'y a pas d'éclairage. C'est vrai que si on avait 2 ventilateurs supplémentaires, on aurait une zone d'éclairage, donc esthétiquement ça aurait été aussi plus sympa, mais surtout on aurait eu encore un meilleur airflow. Donc il s'est fallu vraiment je sais pas moi, de 2 cm et demi pour avoir quelque chose qui fonctionnait encore mieux. Mais en soi, 8 sur 10 c'est une bonne note. C'est normal, je juge un boîtier, donc je vous donne les côtés positifs et les côtés négatifs, en tout cas ceux-là que l'atelier a pu déceler tout au long de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne à performer à travers le temps. Je vous dis maintenant à très vite pour la prochaine vidéo. A plus la team!